Recently on the MCBO's The VHS. Salut vieux nostalgique désenchanté. Dune? Ton texte? J'ai dit que j'étais désolé, Dude. C'était un accident, Comment je pouvais savoir? Hein, la balle... Bon, je dois tout faire moi-même? Ok. Et salut à toi, jeune cinéphile plein d'entrain. T'as vraiment aucun sens de l'humour, hein. A l'occasion de cette deuxième session de VHS, nous vous proposons un menu tout en fraîcheur et légèreté. Avec au programme une partie de chasse aux enfants. En plat principal, une bonne plâtrée de faux semblants sur son lit de paranoïa. Sauce barbecue à part. Et en café gourmand, une balade revigorante dans un désert radioactif des plus impitoyables. Bref, une formule des plus croustillantes, faite de désespoir, de sang et de larmes. Alors n'oubliez pas votre paquet de clopes, un bon gros flingue et une paire de boules caisses. On va parler de Planète Hurlante. Non, 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 pas là, non, ça fait mal. La vitalité, mon identité. On voit le générique. Non, on voit pas. Nous sommes transportés par la magie des internets en 1995, année où résonnent en Dolby Surround dans les salles obscures les cris de notre liberté. Ouais, il est réveillé, il tient comme une putain. Casa Sensei. Il y a un serpent dans ma botte. Mais également celui d'horribles machines tueuses surgissant des entrailles de la Terre pour découper leurs malheureuses victimes en carpaccio bien sanguinolents. Les bien nommés hurleurs, appelés également dans la langue de Kate Beckinsale, les Screamers. Donc Screamers est un film canado-américano-japonais, sorti en 95 outre-Atlantique et l'été de l'année suivante chez nous autres tabarnak de maudits français, réalisé par Christian Duguay. Duguay est un cinéaste québécois qui a connu la consécration en 2013 avec Japlou. Sauf que niveau pop culture, Japlou c'est un poil hors sujet. Moi les histoires de cavaliers et de montures ça me laisse plutôt froid, sauf si le canasson, en l'occurrence c'est une Pontiac Firebird qui pue la classe, et que le cavalier, c'est David Hasselhoff quoi. Avant ce succès retentissant, le sieur Duguay avait réalisé un paquet de biopics pas mal romancés pour la télé, et pour le grand écran du polar et de la baston. Avec pour seul détour par le cinéma de genre, les deux suites pas franchement folichonnes du Scanners de David Cronenberg. Mais alors, pourquoi donc, en plein milieu des années 90, nous a-t-il livré une petite perle d'adaptation, à savoir Second Variety de Philip K. Dick, ce même Philip K. Dick qui a été suradapté par Hollywood depuis le brillant Blade Runner? J'en sais rien du tout. Et pour être franc, on s'en fout un peu parce que Dan O'Bannon. Hein? Qui ça? Dan fucking O'Bannon, c'est un peu le scénariste de génie, sans qui le paysage de la SF au cinéma serait bien différent aujourd'hui sans sa contribution. Essayez de vous imaginer le monde du cinéma sans la saga Alien, sans Blade Runner, Total Recall et le cinquième élément, ou du moins tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est bon? Vous y êtes? Et il n'est que justice pour VHS de rendre un vibrant hommage à ce père fondateur de l'angoisse et de l'humour noir dont Planète Hurlante constituera l'un des derniers projets, avant que ce faiseur de rêves et de cauchemars qu'il était ne se retire de l'industrie du cinéma au début des années 2000, pour finalement tirer sa révérence la veille de Noël 2009. Ah, joyeux Noël! C'est quoi ça? La bière de Noël? Par conséquent, Planète Hurlante avait tout pour partir gagnant avec un tel boost scénaristique dans sa besace, mais, comme disait un grand philosophe... Mais c'est quoi cette merde? Oh, attends, tu vas un peu fort, c'est pas de la merde, regarde! Prenant place dans l'avenir du futur de... L'an 2078. Sérieusement, arrêtez de mettre des dates à tout bout de champ dans les films de SF. Petit 1. Même avec la meilleure volonté du monde, en 2078, on aura à peine commencé à construire la première cabane à jardin sur Mars, alors de là à coloniser l'espace tout entier... Autant dire que ça sent la naïveté à plein nez. Numéro 2, on s'en fout, mais alors comme de ma première paire de Nike Agassi. Ça a déjà intéressé quelqu'un qu'Alien se passait en 2122? Je crois pas, non. Mais laissons de côté ces considérations bassement temporelles pour nous plonger à corps démembrés dans le scénario.
Celui-ci nous baigne dans l'enfer glacé de Sirius 6B, qui, comme nous l'explique le carton d'exposition de début du film, avec sa voix sensuelle de robot du futur, était autrefois une terre florissante, du temps de l'exploitation du bérinium, une matière première renfermant une énorme puissance et capable de solutionner la crise énergétique mondiale. Mais comme il fallait bien évidemment un écueil à ce tableau paradisiaque, les scientifiques ont découvert un beau jour que le bérinium n'était qu'une grosse saloperie empoisonnée, recouverte de papier cadeau. Comme quoi tu peux tartiner de la merde avec de la crème chantilly, ça reste quand même de la merde. En réponse aux mineurs faisant grève pour cause de maux de ventre et hémorragie rectale, leurs anciens patrons, le NBE, pour Narval, Bonobo et Lan. Non, en vrai, c'est nouveau bloc économique. C'est quand même nettement moins stylé. Ont déclaré la guerre totale et transformé Sirius 6B en désert stérile, contaminé par les radiations des bombes et du bérinium. Elle est pas belle la vie. Une fois l'hiver nucléaire passé et la planète changée en région Nord-Pas-de-Calais en basse saison, les survivants des deux factions belligérantes, à l'image du Node et du GDI de Command & Conquer, restent depuis ce jour tapis dans leurs bunkers respectifs en attendant patiemment que les enculés d'en face crèvent les premiers. Le film nous fait adopter le point de vue des gentils prolos de l'Alliance. On les entend bien les guillemets sur le mot gentil ? Dont la meilleure façon de rester en vie a consisté à mettre au point un outil de guérilla redoutable. On leur a donné le nom de hurleurs. Sorte de robot tueur obsessionnel psychopathe, tout ça. Vous connaissez la chanson, des robots tueurs du futur, on en mange à toutes les sauces depuis les années 50. Non ? Véritable réponse du berger à la bergère, version mine antipersonnelle du nerd, avec une pointe de Vietnam en prime, dont la mission est d'anéantir quiconque serait assez con pour s'aventurer sur le territoire de l'Alliance. Un peu comme ce soldat NBE au début du film. Mais il s'avère que le pauvre fantassin annonçait par son arrivée inopinée le vent du changement sous la forme d'un message à l'attention du commandant Joseph Hendrickson. Oh, mais tout le monde le sait que c'est Robocop. Putain. Même pas vrai, j'allais dire Stanley D dans Dexter ou... J'avais rien à foutre. T'es sûr qu'il a joué dans Robocop ? Oh, ta gueule, hein. Joseph Hendrickson, ou Joe pour les intimes, c'est le stéréotype du vieux de la vieille, le grand ancien à qui on ne la fait plus, et qui incarne à merveille le soldat malgré lui fatigué et désabusé. Bonjour, je suis un soldat sacrément désabusé. Qui a bien compris que le job du commandant, en période de statu quo, consistait surtout à maintenir son siège à une température idéale de 28 degrés en écoutant son best-of de Mozart en boucle, tout en contemplant une pièce de monnaie ancienne. Ouais, on se fait quand même bien chier dans le futur. Et passe son temps avec Chuck Elbarak, son meilleur ami et second de ce trou du cul de l'espace, à boire des coups, à fumer clope sur clope. Je précise d'ailleurs que c'est le seul moyen de lutter efficacement contre les radiations dans le film. Alors oubliez les Radix et les Radaway de Fallout, rien de mieux qu'une bonne sèche. M'en fous. En se remémorant le bon vieux temps avec les filles qui jouent au ballon sur la plage, et du divorce de Joe avec une pointe de mélancolie. Ça fait déjà 1 an qu'on est là, elle me manque comme au premier jour. Je peux pas l'en vouloir de pas nous avoir suivis. Je me sens tellement seul des fois, mais quand je te regarde, la vie est moins morose. Oh, salut Michel. Mais revenons-en au message. Le message apporté en main propre et raidi par la mort du courageux buffet ambulant du début du film est en fait une demande de cessez-le-feu adressée par le maréchal Cooper, commandant du NBE sur Sirius 6B. Ce dernier invite cordialement Joe et la personne de son choix sur un Bristol en papier d'aluminium du futur à le rejoindre à son poste de commandement dans les plus brefs délais, afin de parvenir à un accord de paix et préserver le peu de survivants agonisant sur ce caillou. Mais le haut commandement de l'Alliance à San Francisco leur répond dans l'heure, violant littéralement le principe de vitesse de la lumière, et exhorte nos héros à éviter toute tentative de flower power avec l'ennemi. Pour la bonne raison qu'on a découvert du bérinium sur Triton 4, qui selon les dires de l'hologramme de Monsieur Green, le vieux qui fait la gueule là, et qui déclenche les portes dans un sens et pas dans l'autre, bérinium, disais-je, sans parabènes, bisphénol A et sans la moindre trace de radiation ou de radioactivité. Chouette alors, il n'en fallait pas davantage pour conforter nos deux larrons dans la passivité, la politique l'emporte, la galaxie est sauvée, fin de l'histoire, merci d'avoir suivi VHS. Sauf que non, c'est à ce moment précis que le film se décide enfin à passer la seconde en nous envoyant à la gueule un élément perturbateur de la taille d'un vaisseau spatial. Littéralement un vaisseau spatial. Ce dernier est un transporteur de troupes armé jusqu'aux dents et prêt pour la guerre, fraîchement craché sur l'allée de garage du bunker, dont le seul survivant, un jeune écervelé, pas très porté sur l'instinct de survie, se lance courageusement à la rescousse. Un Discman, sérieux. Ouais, ce serait pas... Mais si. Ah non, mais si. Forcément, le crash a réveillé l'appétit vorace des hurleurs qui s'empressent de grignoter la moindre trace de matière organique présente dans l'épave, ne possédant pas de bracelet de Power Rangers. Mais, fort heureusement, Messi est sauvé de sa propre connerie et accessoirement d'une décapitation express par les réflexes d'acier de Robocop. Mais cette phrase n'a aucun sens. C'est de ta faute.
De retour au calme, Messi fait son rapport en bon boy scout qu'il est et explique à Robocop que la guerre n'est pas finie entre l'Alliance et le NBE, mais au contraire qu'elle s'est intensifiée et fait rage sur Triton 4. Remise en Sirius 6B et ses habitants dans le dossier pertes et profits, au fin fond des archives de la compta, bâtiment 2, porte 5, CEDEX va te faire foutre. Mais alors ça veut dire que les hologrammes d'hommes politiques du futur nous mentent? Mais ça veut dire que la télévision aussi nous ment? Mais ça veut dire que tout le monde nous ment? Mais c'est quoi ce... Du coup ça met Robocop en mode berserk qui ne supporte pas qu'on le prenne pour un con une fois de trop, et le décide à partir à l'aventure avec notre footballeur de l'espace, pour aller chanter Kumbaya et discuter architecture paysagiste avec les enfoirés du NBE. Vas-y Robocop, enfile ton armure et montre-leur le pouvoir de l'amour. Bref, après un début un poil poussif, le film prend enfin son envol, loin des décors déprimants de la base et de la carrière de sable qui devait de toute façon servir pour l'épisode d'Ixor de la semaine suivante. La suite du film n'est ni plus ni moins qu'un road movie post-apocalyptique doublé d'un buddy movie à l'ancienne, avec une efficacité manifeste en termes de dialogue. Vous dites que ces choses se reproduisent comme des lapins et personne ne le sait. Attends, Jefferson, je parle Swahili ou quoi? Servant d'exposition concrète, quitte à rabâcher ce qu'on sait déjà, avec en prime un tour opérateur de la zone industrielle du coin. Et maintenant, retrouvez les aventures de Robocop et de Messi. Messi est bien curieux. Il n'a de cesse de questionner ce pauvre Robocop déjà bien soucieux à l'idée de ce périlleux voyage. Par mon short et mon maillot! Pourquoi donc ces infâmes robots mangent-ils des rats? Fichier introuvable. Mais par tous les seins du ballon rond, comment font-ils donc pour se fabriquer tout seuls? Demande invalide. Veuillez cesser vos questionnements stériles. Qu'à cela ne tienne, je vais vous raconter comment faire une délicieuse poêlée de rongeurs. Je suis sûr que cela vous mettra en appétit et de fort bonne humeur. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras ne pourra être que diarrhée verbale. Hey! Et pourquoi tu me balances des bouchées au mocha? Ah, je fais une intolérance au gluten. Se croyant pris en embuscade, Robocop et Messi réalisent bien vite que la menace n'est en fait qu'un petit garçon réfugié dans les décombres des bombardements. David, parce que c'est son nom, David Edward Deering. David Edward Deering. prétend se cacher ici tout seul depuis les bombardements du NBE, soit depuis 2 ans, sans avoir besoin de tirer une latte de ses maudites cigarettes rouges, ni porter de bracelet le protégeant des hurleurs tout en mangeant ce qui traîne dans le coin. Robocop sent bien sûr le coup venir sans savoir très bien ce qui lui pend au nez, mais c'était sans compter sur notre attaquant au grand cœur, qui voilà une occasion de sauver la veuve et l'orphelin. Non, enfin, juste l'orphelin. Ça sent un petit peu là... Ah! On pourrait l'adopter, chevalier d'acier. Que nenni, petit homme stupide. J'ai déjà un handicapé mental à me coltiner. Je vais pas me traîner un mioche dont je ne connais pas le pédigré. Mais tu n'as donc aucun cœur, homme en fer blanc. Regardons comme il est mignon et triste à la fois. Mon fauteuil me manque. Gardant ses soupçons sous le bras, Robocop décide de monter le bivouac pour la nuit et de péter littéralement un plomb en parlant à un ours en peluche. Tu comprends, nounours. Je suis le seul ici à posséder un cerveau. C'est un trop lourd fardeau à porter. J'aimerais tant n'avoir que du rembourrage entre les oreilles comme toi. Comme tu as de la chance. Temps nécessaire pour une démonstration de conneries manifestes de la part de son compagnon de route, et surtout de son addiction aux images psychédéliques de nichons sur de la musique techno. C'est pas possible! Rendez-moi ça! Vous savez combien ça m'a coûté? Tout ce que je sais, c'est que ça a failli te coûter la peau. Garde ton émetteur au poignet. Chacun son truc, moi je juge pas. Salope scellé! Toutefois, l'expérience s'avéra enrichissante car le hurleur abattu ne ressemble absolument plus aux engins sphériques du début du film, prouvant par A plus B que les robots sont capables non seulement de modifier leur programme, mais également leur apparence. Et ouais, on n'arrête pas le progrès, sauf avec un bon gros calibre. Le lendemain, chemin faisant, nos 3 amis arrivent enfin à destination et c'est là que les choses tournent vinaigre, vu que David se fait sniper d'entrée de jeu en voyant 6 pieds sous terre le tabou cinématographique du meurtre d'enfants. Prends ça dans les dents, spectateur blasé! Enfin, c'est ce qu'on croit, mais les choses prennent une tournure bien différente quand Hendrickson et Jefferson, je vais arrêter mes blagues, j'ai reçu des plaintes de fan club, se rendent compte avec stupeur et tremblement que David était également un hurleur. Ça reste gravement glauque. Un peu plus acceptable, mais gravement glauque. Leur comité d'accueil, à savoir le ténébreux Baker, qui récite du Shakespeare comme certains des répliques du Grand Détournement ou de la Cité de la Peur. Au pire, il est à peine au-dessus de la bête. Très joli, Baker. Je savais pas que Shakespeare existait en BD. Et Ross la flippette à lunettes, dont la seule répartie se limite à « Lâche-moi les basques !» et sucer le cordon de sa veste de façon répugnante, les invite à rentrer dans leur antre. Sorte de recel d'armes et de matériel militaire détenu par la jolie Jessica Hanson de Pittsburgh, enchantée. Qui possède en plus d'un physique plutôt avenant de curieux goûts en matière de cosmétiques. Ichiban, lipstick for men.
Ichiban, lipstick for men. Histoire d'instaurer d'entrée de jeu un climat de confiance, notre trio de bras cassés, appelé également la Belle, la Bête et l'Abruti, apprennent à Joe et Jefferson qui ne se connaissent que depuis 2 jours et que Roy est le seul survivant d'une patrouille revenue avec un David dans les pattes avant le massacre de leur base. Mais Joe n'a pas que ça à foutre et faisant fi de l'impasse mexicaine qui s'est déroulée 2 minutes plus tôt, organise une virée en sous-sol afin de rejoindre le QG du NBE, histoire de profiter du saladier de sangria avant la fin de la réception. Et là, c'est le drame. On touche de plein fouet le manque de budget avec un recyclage de vieux couloirs moisis, un macabé magique, l'instant d'avant il est pas là et au moment de tirer l'échelle, coucou me voilà. Et on se doute qu'avec l'ajout de 3 nouveaux acteurs au casting, il risque pas d'y avoir foule au bout du tunnel. Mais bon, l'espoir fait vivre. Évidemment, point de Maréchal Cooper à l'arrivée et encore moins de buffet gratuit, mais un bon gros bain de sang, signe que la fête est finie depuis longtemps. Et merde, je déteste avoir raison. Ne voyant personne à l'horizon pour leur servir de râpe d'épinards à la crème, Joe et ses nouveaux copains s'avancent vers le poste de commandement, qui se trouve à moins de 10 mètres du réfectoire. J'exagère même pas. Il y a un simple panneau en néon moche qui sert à rien, histoire de séparer à la va-vite les 2 salles. Je vous laisse imaginer l'ambiance des réunions à l'époque où le bunker fourmillait de soldats du NBE. Vous allez me sécuriser la porte nord et doubler les effectifs. Ah, ces saloperies de robots de l'Alliance ne passeront pas. Colonel, la moitié des hommes s'est fait transformer en archi-parmentier. Archi-parmentier? Ah ben il y en a plein en robe, hein. Ah, Mireille, ta gueule, on bosse. Je vous avais expliqué dans la dernière chronique que les Goonies avaient été tournés avec 20 millions de dollars et qu'en 85 c'était plutôt confortable. Et ben, 10 ans plus tard, 20 millions de dollars c'est vraiment la dèche. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est le cœur du problème de Planète Hurlante. L'indigence force l'équipe technique à cacher la misère comme elle peut, peu d'acteurs et quelques figurants, des intérieurs recyclés comme celui du Dôme Olympique de Montréal, reconvertis en poste de commandement au rabais. Jusque dans les effets numériques complètement à la ramasse. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce que soudain, une animation en stop motion surprend nos héros et pirate un terminal sous leurs yeux ébahis. Ross lui tire dessus, en mode Predator, et par là même fait péter tout le bordel. Et à travers un silence pesant, se fait entendre une question à vous glacer le sang et répétée en boucle en véritable leitmotiv. Are you my mommy? Non, pas celle-là, l'autre. Phrase valant mieux qu'un grand discours pour expliquer au groupe qu'ils sont graves dans la merde. Courage Fillon en conclut tout le monde sauf Joe, resté en arrière pour percer le secret des badges Pokémon qu'il collecte auprès des différents hurleurs depuis le début de l'histoire. Un minuscule écran lui explique que le modèle 1 c'est le reptile Kudjat, le 3 c'est David, mais qu'en est-il du modèle 2? Joe repart avec son questionnement en bandoulière, poursuivi par une horde invisible, en multipliant les chutes dues au stress du moment jusqu'à ce que Jefferson, tel un chien fidèle, lui vienne en aide de la manière la plus stupide possible. Je peux venir avec vous? Jefferson. Quoi? Surtout face à un homme armé et remonté comme une pendule. Ce qui reviendrait hurler « coin coin », caché dans les hautes herbes à l'ouverture de la chasse. Je peux venir avec vous? Ah! Bref, après avoir évité de finir à chez Menu, Joe lance à l'assemblée la question qui fâche. J'aimerais savoir quel est l'autre modèle! Renvoyant directement au titre de la nouvelle d'origine de Philip K. Dick, The Second Variety. Ce à quoi Jessica répond qu'il s'agit d'un soldat blessé qui appelle à l'aide. Au secours. Aidez-moi. Ross et Baker en viennent rapidement à se menacer l'un l'autre. Baker parce que c'est un putain de psychopathe, et Ross, sa tête de turc préférée dont la seule répartie reste... Lâche-moi les basques. Y'a pas quelqu'un pour lui offrir la répartie pour les nuls? Personne? Et ce dernier se fait dessouder à coups de lame en plein cœur avant que quiconque n'ait le temps de serrer les fesses. Non, laissez tomber, j'ai rien dit, il y en a plus besoin. Ross n'était rien d'autre qu'un abruti d'humain, Baker en est plus amusé qu'autre chose, et toute la bande, meurtrier inclus, se dirige bras dessus bras dessous, en suivant la route de Brick Jaune, vers le poste de commandement de l'Alliance, vu qu'on a puisé l'intrigue chez les NBE. Le voyage du retour ne leur prend qu'une partie de la nuit, contrairement à l'aller qui semblait bien plus longue, mais on n'est plus à ça près. Et finalement, une nouvelle impasse se profile quand Chuck, que Joe avait bien du mal à contacter par radio à cause d'interférences, ne fait que répéter inlassablement les mêmes mots à 2 mètres du bunker. Vous l'aurez compris, mais je peux pas m'en empêcher. Joe a le temps d'évacuer le groupe au sommet d'une colline avant que les portes ne s'ouvrent et que le bunker déverse quantité de David sur nos survivants. Le film nous livre sa version personnelle de Serious Sam sous Tranxène, avec en prime une armée de robots soi-disant identiques, mais dont la taille et les proportions changent radicalement d'un David à l'autre. Arrivé à court de munitions, Joe utilise son dernier joker, à savoir une roquette au plutonium que Jefferson avait piquée dans la réserve de Jessica, il en faisait peut-être collection, allez savoir, et fait péter toute l'installation dans une magnifique boule de feu radioactive qui vient lécher les fesses de nos héros. Aucun problème. Aucun qu'une petite cigarette ne saurait résoudre. Non! Donc après un réveil de lendemain de cuite, Joe fait le compte des victimes, Jessica est absente, Jefferson est frais comme un gardon, et Baker se tortille comme un ver en hurlant comme un joueur de foot victime d'un coup de vent. Bien entendu, ceci ne mettra nullement l'essence de Jefferson en alerte, qui tombera à pieds joints dans le piège. Le thorax compressé comme une canette et lancé contre une citerne comme une poupée de chiffon.
autant dire que le ptio, et... Muerto? Ça veut dire quoi? Mort. Baker menace Joe en récitant du Shakespeare, mais se prend une grenade dans l'abdomen en le coupant littéralement. Oh mais qu'est-ce que c'est donc que c'est que ce truc? Ok, on va essayer d'oublier ce qui vient de se passer pour se concentrer sur la fin. Jessica arrive comme une fleur après le cataclysme numérique et demande à Joe s'il s'agit d'un modèle 2. Joe lui répond en lui tranchant la paume de la main, ce qui est loin d'être classe, mais pas dénué de sens. En effet, les robots ne peuvent pas saigner, et c'était le seul moyen d'en avoir le cœur net. Jessica, quant à elle, refuse que Joe se mutile dans un élan de confiance aveugle. Ils étaient quand même un poil plus méfiants dans The Thing de John Carpenter. Et tous les deux décident d'avancer vers leur ultime destination, à savoir une cachette secrète dans les montagnes où se trouve la seule navette de secours de l'Alliance destinée au commandant et à lui seul. Le voyage leur permettra de resserrer leurs liens par les chiffons et surtout nous livrer de très beaux extérieurs et made painting qu'on aurait aimé voir un peu plus souvent, tant ils sont franchement bien faits. Et on arrive à la partie où pleuvent les spoilers, c'est autre twist à Saint-Tropez, mais si vous voulez pas qu'on vous gâche la fin, rendez-vous à ce minutage très précisément, parce qu'on est quand même super sympa. Une fois arrivé à la Batcave de l'Alliance, Joe lance une sorte de compte à rebours une fois sa main posée sur un siège qui tourne sur lui-même, et qui sert visiblement qu'à ça. Un ascenseur emmène Jessica au niveau inférieur où se trouve la navette entourée de gros lasers. N'ont aucune utilité à part de rendre la zone inutilement dangereuse. Bien évidemment, le lancement ne se passera pas comme sur des roulettes. Déjà, il y a une grue qui bloque la trajectoire et qui renvoie à l'intrigue à une résolution de crise comme tout bon survival de base, jeu vidéo inclus, mais surtout, il y a l'apparition de Chuck, qui en bon trouble-fête et accessoirement boss final de l'histoire, va tester l'équilibre de Joe, qui a l'air de s'emmerder tout seul sur sa grue. S'ensuit un combat assez sympa, durant lequel on apprend que Chuck, le hurleur, n'est autre qu'un polymorphe ayant déjà pris l'apparence du maréchal Cooper, à savoir ce bon vieux Baker, et qu'il aimerait ajouter le visage de Joe à sa panoplie. Une fois débarrassé du type 2, bon en fait on sait pas vraiment, mais on n'est plus à un mystère près, Joe et Jessica déchantent en voyant qu'il n'y a qu'une seule et unique place à bord du module de sauvetage. Et c'est alors que dans un élan chevaleresque, Joe décide de faire partir son grand amour direction la Terre, façon Jack et Rose dans Titanic. Mais soudain, twist again! Une seconde Jessica fait son apparition et tempère quelque peu le romantisme sans borne de ce bon vieux Joe, qui s'empresse alors de monter à bord de l'astronef pour envoyer se faire foutre cette satanée planète. Nouvelle bagarre entre les deux Jessica, la gentille se fait voler son quickening par la méchante, mais un Deus Ex Machina, ou plutôt Deus Ex Réacteur à fusion, la fait partir en projet de fin d'études d'infographiste débutant. Joe recueille les dernières paroles de sa chère Android, un petit bisou et zou, direction la Terre après une cinématique digne de PlayStation 2. Bon, on a volontairement laissé secret le dernier rebondissement de fin de film. Celles et ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle. Pour les autres, ça fera une bonne raison de le voir jusqu'au bout. Ok, visuellement c'est pas parfait, mais il y a du bon. Je vais déjà éviter de cracher dans la soupe parce que certains décors ont quand même de la gueule, et avec un poil d'imagination, Sirius 6B paraîtrait presque crédible. C'est juste dommage que les techniques basiques ne soient pas utilisées plus souvent, parce que bon, Lucas avait réussi à métamorphoser le désert de Tunisie en planète Tatooine, rien qu'avec du carton-pâte, du plastique et une caisse de rebut du Muppet Show. Et c'était 18 ans avant. Je voulais expliquer, le plus gros défaut du film est en lien direct avec le manque de moyens, dont les effets numériques, non de Zeus putain que ça me pique les yeux rien que d'en parler. Merde! Quand l'infographie n'est clairement pas assez maîtrisée pour si peu d'argent et de moyens, autant faire preuve d'astuce et d'ingéniosité en suggérant l'action et bricoler un effet à base d'animatronique aurait sans doute bien mieux fonctionné et coûté bien moins cher. Là, c'est juste du masochisme technologique. Même en 95, c'est un peu la honte de brutaliser les rétines non avertis avec une telle atrocité. Le film est quand même sorti 2 ans après Jurassic Park. Sale plagieur de merde! Bon, une fois qu'on a évacué ces horreurs de nos yeux encore tout irrités, le reste demeure assez positif. L'histoire, en dépit du rythme bien mollasson, est portée à bout de bras par une poignée d'acteurs qui donnent pas mal de crédibilité à l'ensemble. Peter Weller est royal et ses punchlines, sans pour autant égaler en conneries celles d'un actionneur avec Schwarzy, restent malgré tout un modèle du genre. Qu'est-ce que je fais depuis 24 heures, Jefferson? Des ronds de fumée avec mon cul? On aurait pu croire cependant qu'avec Alex Murphy en tête d'affiche, le reste du casting se trouve bien pâle en comparaison. Mais il n'en est rien. Roy Dupuis interprète un Baker bien secoué et psychopathe au dernier degré, Jennifer Rubin apporte sa touche de féminité à l'ensemble et évite de faire foirer l'intrigue avec une romance à 2 balles, et Andy Lauer joue plutôt bien le sidekick rigolo et agaçant à souhait, sans pour autant donner au spectateur des envies de meurtre. Pas comme Rob Schneider dans Judge Dredd pour ne citer que lui. L'histoire en elle-même tient la route puisqu'elle respecte la nouvelle de Philip K. Dick, à part une fin assez différente, et je signale à ce propos que l'œuvre originale situait l'action en Normandie, dans une réalité alternative complètement barrée dans laquelle la guerre froide avait dégénéré à un tel point que l'humanité avait dû s'exiler sur la Lune, laissant derrière elle une Terre exsangue. Ce qui a sans doute desservi Planète Hurlante, expliquant de ce fait qu'il n'est ramassé que 5 misérables millions de dollars, c'est sans doute qu'il est sorti tout simplement à la mauvaise époque. 10 ans plus tôt, ça aurait été le carton assuré. Mais Terminator 2 étant passé par là, c'est comme si la messe avait été dite et qu'il n'y avait plus rien à rajouter.
Les années 90 ne sont plus celles de la SF à papa, des space opéras flamboyants, et les aliens remis au goût du jour avec la série X-Files entre autres, de même que les nouvelles technologies informatiques, font rêver bon nombre de scénaristes à l'époque. Et ce sera une erreur monumentale, et la vague de films des années 2000-2010 va nous le confirmer à juste titre. La thématique du robot, parlons-en justement, car celle-ci est plutôt originale. D'habitude la SF nous abreuve de récits à propos de machines créées à l'image de l'homme, ici la machine opère une évolution à partir d'une forme primitive, pour finalement nous ressembler trait pour trait. C'est plutôt malin puisqu'on se retrouve non pas avec une force implacable et organisée, à l'image de Skynet et de son armée de Terminator bien disciplinée, mais plutôt face à une nouvelle forme de vie diablement adaptative. On dirait un animal. Mais à force de perfectionner le mimétisme pour ressembler de plus en plus à leur proie favorite, les hurleurs se voient de ce fait affublés des faiblesses de l'humanité, jusqu'à porter en eux les germes de l'autodestruction. Bien, vous en avez fait du chemin. Vous avez déjà appris à vous entretuer. Cette originalité mise de côté, on reste quand même en terrain connu, et beaucoup d'autres œuvres ont bien mieux rendu l'impression de paranoïa et de confinement que le film essaye de faire passer. Et c'est peut-être là le problème de fond de Planète Hurlante, le film brasse bien trop large et on n'a pas le temps d'approfondir ses nombreux thèmes. Et cela s'en ressent. L'installation d'une ambiance bien aliénante n'a pas le temps de prendre puisqu'elle démarre seulement à partir du deuxième acte et on sait bien trop vite qui est qui avant même que les événements ne se produisent. Par conséquent, le triple twist de fin aura un peu de peine à convaincre les vieux habitués de SF, même s'il n'en demeure pas moins sympathique. Ce qui a sans doute aidé le film à atteindre le statut d'œuvre culte au fil des années, à mon sens, c'est qu'il évite de prendre le spectateur pour un con. Nombre de questions restent sans réponse, comme par exemple la fabrique de hurleurs qu'on ne voit jamais à travers le film, ni même l'identité du polymorphe Baker, ou encore de l'avenir de la race des hurleurs. Hors de la SF, Planète Hurlante aborde quand même bon nombre de thématiques propres à l'univers dickien et le regard sombre que l'écrivain, de même que le scénariste Dan O'Bannon, portaient tous deux sur l'humanité. Sur l'absurdité de la guerre, sur l'empreinte malsaine de l'humanité sur tout ce qu'elle touche, mais surtout sur son destin pessimiste, condamné à répéter ses erreurs et en rajouter toujours plus dans la balance. Bref, un regard à propos de sa place dans un univers tristement froid et hostile, dont l'homme est le propre architecte. Vu que j'avais pas trop envie de vous parler de la suite, Screamers 2, que je trouve être un survival sans âme et sans inventivité, je serais plus tenté de vous dire que le premier Screamer, c'est un candidat parfait pour un remake. Il était temps qu'il nous lâche, l'autre connard. Cette session 2 est à présent terminée, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, VHS en est encore au stade de l'ado qui se cherche sexuellement, alors merci de l'aider. En attendant, n'hésitez pas à liker, un petit commentaire, les réseaux sociaux, tout ça, et n'oubliez pas d'être excellent les... C'est quoi ce bordel? Eh bien, figure-toi que je rentre du salon des nouvelles technologies. Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai pris plein la gueule. Ce petit joujou m'a coûté bonbon, mais t'aurais vu la tête que tu faisais, c'était excellent. Et regarde, je peux même lui faire... Oui, il fait un petit peu griller, mais là, il va recharger ses batteries, attends. Regarde, regarde. Oh, putain. Oh, c'était quel cauchemar à la con. Qu'est-ce que tu fous? Des vannes sur orgueil et préjugés, je t'attends. Je peux venir avec vous. Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo lieti ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete